Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet très complexe et pas forcément souvent abordé, qui s'appelle le discernement. Pour le faire advenir, je vais convoquer ici le calme, et avec lui 2 pages, qui s'appellent le silence et le contexte, qu'on a hélas trop peu d'occasions de rencontrer pendant les formations. Le silence, pourquoi? Parce que d'une part, c'est la première chose qu'on m'a dit en tant qu'officier, un chef, ça court pas. Si un chef court, c'est la panique. C'est le calme du chef, sa capacité au silence qui va enraciner l'action future. La deuxième raison, c'est que le silence est un marqueur de notre état intérieur. Souvent, on a un rapport problématique au silence. C'est Jamel qui dit « c'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. » Pourquoi il dit ça? Parce qu'il traduit l'état de beaucoup de personnes qui considèrent que quand le silence est là, ça veut dire que soit on a fait quelque chose de mal, soit il va arriver quelque chose de terrible. Plus on prend le temps de se domestiquer par rapport à ce silence, et plus on laisse précisément notre état intérieur prendre un son juste. La troisième raison, c'est que le silence est la condition pour voir l'invisible. J'ai assisté à une conférence sur la data et j'ai posé à celui qui l'a donnée cette question simple: quelle part laissez-vous à l'invisible? Autant vous dire qu'il ne s'attendait pas à ça. Et je lui ai donné un exemple, l'exemple de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, au moment de la guerre de 100 ans, si on ramène tous les experts autour de la table, ils ont tous des solutions pour s'en sortir. La seule qui comprend que pour enclencher la victoire, il faut d'abord réactiver la confiance en soi du roi, c'est Jeanne d'Arc. Elle triche parce qu'elle a du wifi céleste, mais c'est par la qualité de son écoute intérieure qu'elle a été capable de voir ça et d'avoir l'action la plus importante sur les événements futurs. Et ça, sans savoir particulier. Le deuxième page s'appelle le contexte. Pourquoi le contexte? Parce que le contexte, c'est la matière première de la décision. Toutes les personnes qui vous disent « je vais aller là-bas et ça va se passer comme ça », sont des gens qui confondent la réalité avec leur tête. Ils croient que c'est le plan qui fait la réalité. Ça a donné les idéologies mortifères du XXe siècle. Napoléon disait, quand on lui demandait « comment faites-vous la guerre ?», il disait « on engage, puis on voit ». Parce que c'est bien le contexte qui va donner la matière première de la décision. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est la réalité dans le temps. Comment le traduire avec un exemple simple? C'est celui du saut en hauteur. Si vous faites du saut en hauteur et que vous pensez à tout ce qu'il faut faire au moment où vous vous élancez, vous risquez fort de soit jamais partir, soit de vous prendre la barre en travers du visage. Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir votre saut? C'est que vous faites l'effort de traduire la complexité en simplicité, le tout en pas, la carte en voyage, en étant capable d'enclencher un pied d'appel. Passer du complexe au simple, c'est tout l'enjeu justement de la convocation du contexte. Et c'est là qu'après les 2 pages arrive le roi discernement. Le discernement a été pour moi une sorte de révélation de ma vie lors d'un séjour en mission que j'avais comme officier. On m'avait posé la question suivante: d'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier? Beaucoup s'étaient exprimés à deviner peut-être des qualités intellectuelles, des qualités de charisme, des qualités peut-être de vision pure, toutes qualités qui peuvent être partagées par pas mal d'autres. Le point discriminant a été celui-là, le discernement. Non pas que les autres échelons en sont dépourvus, mais que plus on va monter dans la hiérarchie, plus une qualité sera attendue, celle-là. C'est quoi le discernement? Je vous en donne une première définition et je vous en donnerai une autre tout à l'heure. C'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas grave. Tous les savoirs sont vains s'ils ne sont pas capables à un moment donné de s'articuler sur une qualité autonome d'appréciation pour donner aux choses leur juste gravité et concentrer ses efforts sur ce qui le mérite. Voyez bien comment, au niveau politique, c'est parce qu'on a un pouvoir qui sait tout sur tout mais qui n'a pas cette qualité-là, qu'on est dispersé à longueur de journée sur des sujets périphériques et que personne n'est capable de dire « ça on laisse de côté, ça c'est grave » et on concentre ses efforts dessus. Je vais vous faire un peu travailler. Je vais vous proposer de répondre à 2 questions. La première question, c'est pour vous, aujourd'hui, quel est votre effet majeur? Et la deuxième question, c'est quel est le verbe qui caractérise ce dans quoi vous vous sentez le plus légitime?
L'effet majeur, c'est une notion militaire très utile qui vous dit là où il faut que vous concentriez vos efforts pour que le reste aille de soi. C'est l'exemple du saut en hauteur qu'on vient d'évoquer. Concentrer ses efforts pour que le reste aille de soi, ça s'appelle concentrer ses efforts sur le pied d'appel pour que le reste s'enclenche derrière. Si je prends un exemple de la vie opérationnelle, si vous êtes commercial avec un ou deux commerciaux, votre effet majeur, c'est convaincre votre client. Mais si vous avez 50 commerciaux, votre effet majeur va changer. Vous allez devoir plutôt créer les conditions pour que vos commerciaux vendent. Si vous continuez à vouloir être un super vendeur sans vous occuper de vos commerciaux, ça ne marchera pas. Tout rapport avec une politique qui ferait de la tuitocratie, au lieu de mettre en œuvre, serait fortuit. La deuxième question, c'est quel est votre verbe de personnalité? Cette question, elle est majeure avant d'enclencher toute forme de discernement sur votre action future, parce qu'il faut que vous mesuriez là où vous êtes attendu et là où vous êtes vous. J'ai récemment vu comme ça un directeur innovation qui me disait que son effet majeur, c'était imaginer et que son verbe, c'était créer. Le problème, c'est qu'il dirigeait 150 créatifs. Je pense que son effet majeur, c'était plutôt de créer les conditions de motivation de ces créatifs plutôt que de créer lui-même. S'il est vraiment créatif, peut-être fallait-il qu'il ait un poste plus indépendant. Quoi qu'il en soit, il fallait qu'il tranche ce sujet de savoir qui je suis et où me convoque-t-on. Ça mène à une première réflexion, il y en aura deux autres, sur justement la manière de pouvoir exercer son discernement du mieux possible. Le premier sujet, c'est de se connaître. Se connaître, pour faire simple, on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Si vous prenez un médecin expert-chercheur, un médecin Mère Teresa ou un médecin urgentiste, ils peuvent avoir sur le papier le même CV. Mais dans la durée, leur quête est différente. Le médecin Mère Teresa, ce qui lui plaît, c'est de rencontrer des personnes. Si on lui met 200 fois la même pathologie, ça ne lui pose aucun problème parce qu'il rencontre 200 personnes. Si je mets 200 fois la même pathologie au médecin expert-chercheur, il va vite s'ennuyer. Parce que lui, ce qu'il veut, à l'occasion de la rencontre, c'est de pouvoir produire un contenu qualitatif. Et puis, il y a un troisième, qui est un grand oublié pour moi des fonctionnements actuels, qui est l'urgentiste. L'urgentiste, ce n'est pas un spécialiste du fond ou pas un spécialiste de la relation, c'est un spécialiste des contextes. Il passe ses journées à écouter des contextes pour produire de la décision, donc du discernement. Quand on comprend ça, on comprend qu'on a tous quelque chose de dominant. On est plus peut-être un producteur de liens, un producteur de contenu, un producteur de décision, mais ça va forcément jouer sur notre manière de décider. On peut dire là qu'il y a deux vertiges dans la décision, qui sont d'ailleurs les deux vertiges de l'autorité. Il y a le vertige de la loi. Celui qui croit que décider, c'est juste suivre un plan prédéfini. Ça vaut en entreprise, ça vaut en politique, mais ça vaut aussi dans sa vie personnelle, où on s'est rêvé une vie en pensant qu'elle était le canal du Midi avec écluse numérotée et qu'il s'agissait simplement de correspondre à ce modèle. Et à l'opposé, vous avez le vertige du lien, celui des relationnels, qui est d'abord positionné par rapport aux autres. Tant que j'ai un consensus, tant que je satisfais, eh bien, tout ira bien. Vous voyez bien que dans ces deux axes-là, on risque fort de se laisser embarquer sur ce qui n'est pas la réalité contextuelle. C'est quoi l'autorité? C'est la puissance d'accomplissement de la mission. Le discernement sert précisément à ça, vous aider à avoir la puissance d'accomplissement de votre mission. Et votre mission, c'est quoi? C'est l'actualisation d'un débouché collectif. C'est-à-dire que ça va bouger tout le temps, ça s'écoute. Et pour faire simple, une mission, ça se reçoit. Ça ne se décrète pas. Plus vous vous dites que, prenant le temps d'écouter les contextes, vous allez pouvoir être en mesure de remplir votre mission, plus vous serez juste. Donc, premier sujet, plus on se connaît, plus on sait comment on fonctionne, et on va pouvoir se battre contre certains biais et se mettre non seulement à la bonne place, mais dans un bon discernement. Le deuxième sujet, et j'irai assez rapidement sur ce sujet-là, c'est de vous dire que la réponse à la complexité, ce n'est pas l'homme supersonique, c'est l'équipe complémentaire. Et donc, plutôt que de vouloir être sur tous les sujets, plus vous saurez vous entourer, plus vous serez en capacité de durer. Et donc, dans vos projets futurs, pensez à vous entourer non pas de consanguins, non pas de gens qui pensent comme vous, non pas de gens qui sont sympas, mais de gens qui vous complètent et qui vous contredisent, qui soient capables de vous ramener à la réalité et qui surtout
soient capables d'avoir des dispositions de personnalité différentes. Bref, si vous êtes Einstein, trouvez-vous Indiana Jones en numéro 2, ça pourrait être efficace. Troisième sujet, le discernement lui-même. Qu'est-ce que le discernement? En fonctionnement, le discernement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Tout est là. On a fait du raisonnement quelque chose d'un peu obscur, du raisonnement pur qu'on fait à part, juste pour un biais personnel, pour une mission personnelle. Non, le discernement, c'est de l'écoute jusqu'à l'évidence. Et l'évidence, c'est quoi? L'évidence, pour faire simple là aussi, ce n'est ni le raisonnement, le fait de partir en campagne. Si je prends un exemple amoureux, ce serait de dire « cette personne, elle est parfaite pour vous ». Vous allez me dire « elle est peut-être parfaite en soi, mais pas pour moi ». Et ce n'est pas le fantasme dans lequel on vit aujourd'hui, où dès qu'il y a une émotion de traverse, ça y est, j'y vais. L'évidence, c'est quelque chose qui, contrairement au fantasme, s'installe et revient. Quand vous croisez votre futur conjoint, vous n'avez pas forcément l'effet fantasme. Ce qui est certain, c'est qu'à force de le côtoyer, par petites touches répétées, s'installera en vous l'évidence que c'est avec cette personne-là que vous voulez continuer. C'est de l'impressionnisme intérieur, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, qui est toujours dans la paix, qui se répète et qui s'installe. Dernier point, il y a les décisions stratégiques dont on a donné la clé. Mais vous savez qu'au quotidien, vous allez prendre des petites décisions qui appellent aussi votre discernement. Vous allez vous apaiser sur ces décisions en pensant simplement à deux choses. C'est que la décision parfaite, au quotidien, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que décider, c'est créer de l'action. Donc c'est la manière dont on entre de l'action qui fait que la décision est bonne. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que quand on touche à la décision, on est dans une intelligence de rebond. La matière opérationnelle, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est rebond. Elle est ce que vous en faites. Je finirai là-dessus par un petit conte mongol. Un grand-père reçoit un jour un cheval dans son jardin. Tout le monde lui dit « c'est dangereux, n'y touche pas ». Il dit « danger ou pas, qu'importe, je vais le dresser, on verra ce qu'il adviendra ». 2 mois plus tard, le cheval s'en va. Tout le monde ricane. Malheur ou pas, qu'importe, j'ai dressé un cheval, on verra ce qu'il adviendra. 3 mois plus tard, le cheval revient de la montagne. Avec 5 copains, il a 6 chevaux. Quelle chance tu as? Chance ou pas chance, qu'importe. J'ai semé, je moissonne, on verra ce qu'il adviendra. 3 mois plus tard, son fils aîné, montant un de ses chevaux, fait une chute brutale. Il a une fracture ouverte. Tout le monde lui dit « bah voilà, on t'avait prévenu, on y est, le malheur est là ». Malheur ou pas, qu'importe, je vais soigner mon fils. 3 mois plus tard, la guerre éclate dans ce pays. Tous les enfants sont mobilisés, sauf son fils. Il s'aperçoit que du coup, il va pouvoir en profiter, le soigner et continuer. Le malheur du jour peut à tout moment devenir le bonheur du lendemain. Si on passe ses journées, non pas à raisonner, non pas à cultiver l'émotion, mais à écouter suffisamment pour prendre les bonnes décisions. En conclusion, 2 choses. La meilleure manière de sauver le monde, c'est d'être soi. Plus vous prenez le temps de vous connaître et plus vous serez pertinent dans la manière dont vous serez au monde. La deuxième chose, c'est que tout l'enjeu du discernement, et Dieu sait à quel point on en a besoin aujourd'hui, c'est passer de l'excellence à la présence. Présence à soi, qui je suis, en paix. Présence aux autres, comment je me complète et comment je me laisse contredire. Présence au contexte, parce que c'est le contexte qui me donnera le ton de la décision juste.